Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Marqueur, votre podcast 100% PME et marketing durable. Pourquoi ? Parce que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé de votre PME. Je m'appelle Diane Cantan et je vous propose de vous évader dans cet épisode avec un invité où nous évoquerons sa vision du marketing durable et sa vision de l'avenir des entreprises liées aux enjeux RSE. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de communication avec les parties prenantes externes en faisant un zoom sur les acteurs du territoire. Nous verrons pourquoi il est important pour une entreprise de réaliser des actions avec ces acteurs et de quelle façon. Pour vous éclairer sur le sujet, j'ai fait appel à une experte, Pasquine, qui va vous parler et évoquer l'ensemble de son expérience et de son expertise. Bonjour Pasquine. Bonjour Diane, ravie d'être avec toi. Plaisir partagé, c'est évident. Avant de démarrer, je te laisse te présenter pour nos auditeurs. Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Pasquine Albertini. Je suis consultante en démarche RSE depuis presque 2 ans désormais, après un long passé à des postes en matière de direction de la communication et des relations institutionnelles, essentiellement dans le transport maritime. J'exerce principalement sur 2 points de la RSE qui sont précisément l'engagement social côté collaborateur et l'engagement sociétal avec les fameuses parties prenantes externes. Voilà, notre sujet aujourd'hui. Exactement. Ce zoom-là. Est-ce qu'on raconte comment on s'est rencontrés, Pasquine ? Mais bien sûr. Alors, on s'est rencontrés grâce à la très précieuse Envie School, initiée par Catherine Barba et sa team de choc, une école dédiée aux indépendants, une communauté d'indépendants avant même d'être une école. Et on s'est rencontrés dans ce cadre-là et ça a bien matché. Voilà. Complètement. On a eu la chance de participer à nos workshops hebdomadaires, d'être dans notre petit groupe de travail. Et du coup, on partageait en tout cas les mêmes idées autour de l'entreprise, de la RSE, de l'avenir des acteurs, qu'ils soient individuels ou collectifs, par rapport aux engagements et aux dérèglements climatiques de manière globale. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que je souhaitais te donner la parole aujourd'hui. Alors, si on parle de ton sujet, quelle est la définition pour toi de l'ancrage territorial ? Je crois que l'expression résume bien à elle seule de quoi il s'agit. C'est-à-dire que c'est l'idée pour une structure de s'interroger dans un premier temps, puis de définir ensuite, pour ensuite déployer un plan d'action vis-à-vis de son positionnement par rapport à son territoire, par rapport au territoire où elle se situe et par rapport au territoire sur lequel elle a une influence, dont elle est partie prenante. Voilà, ça va être une expression qu'on va beaucoup répéter au cours de cet entretien. Mais voilà, l'ancrage territorial, c'est ça. Je suis une entreprise, j'ai une activité sur un territoire donné. Quelle est ma relation avec ce territoire ? Est-ce que tu peux citer quelques exemples de parties prenantes ou d'acteurs du territoire ? Bien sûr. Alors, les acteurs du territoire sont très nombreux et c'est ce qui fait toute la richesse et tout l'intérêt justement de cette partie de la RSE qui est le fameux engagement sociétal. On a des acteurs évidemment publics, ça peut être les représentants de l'État, les collectivités locales, ça peut être également les partenaires éducatifs, les rectorats, voilà, toutes les antennes locales de l'État, les associations bien évidemment, tout le tissu associatif. Ça peut être aussi les fournisseurs d'une entreprise sur un territoire donné, sur son territoire. Ce sont ses clients. Les clients sont une partie prenante tout à fait importante. Ce sont plus largement, finalement, les partenaires d'une entreprise sur son territoire, voilà, dans le cadre de son activité. Alors, jusqu'où va son territoire ? Est-ce qu'une entreprise peut dire mon territoire, c'est la France ? Est-ce que ça marche ou ça marche pas ? Je pense que par souci de cohérence, j'aurais tendance à dire que ça ne marche pas. C'est trop large. Alors après, il y a beaucoup d'entreprises qui sont multisites. Donc, quand on est multisite, forcément,
Là, on rayonne sur plusieurs territoires. Donc la démarche, elle va être peut-être un peu plus complexe, un peu plus diversifiée. Mais en tout cas, non, un territoire, l'idée du territoire, c'est quand même d'avoir une action qui est ciblée. Et d'être dans finalement une espèce de dentelle, hein, dans la manière dont une entreprise va construire son positionnement par rapport à un territoire donné. Alors, quels sont les enjeux pour l'entreprise? Alors, en fait, les enjeux pour l'entreprise, ils ont toujours existé, hein. On n'a rien inventé pour le coup avec la RSE. Alors peut-être que certains ou certaines ne seront pas d'accord avec ça, mais bien sûr qu'une entreprise, à partir du moment où c'est une structure, en fait, elle se situe dans un écosystème. Donc, quand on se situe dans un écosystème, forcément, on a des interactions avec les autres entreprises de son territoire, avec les associations, avec les organisations professionnelles de son territoire. Vous voyez, la liste est très longue. Donc, on n'a rien inventé. On a formalisé avec la RSE cette partie-là, cette dimension-là de l'entreprise. Et puis, le point positif, c'est surtout que on a commencé à travailler et à réfléchir un peu plus en profondeur et avec finalement aussi un état d'esprit un peu nouveau sur la manière dont une entreprise pouvait rayonner sur son territoire. On est un petit peu sorti, et ça suppose quand même de sortir de la logique purement économique, de dire une entreprise finalement c'est une structure qui doit faire des profits. Voilà. La bonne santé de mon entreprise, je vais la mesurer au profit qu'elle a réalisé et à sa dynamique économique. Alors évidemment, la dynamique économique, c'est une composante, mais il n'y a pas que ça. Et puis surtout, la dynamique économique, elle a des répercussions sur le territoire. Et elle est aussi, quand elle est bien orientée, elle est aussi un vecteur d'ancrage territorial très important. Donc, tu cites l'enjeu business, purement profit, mais il n'y a pas que. Donc, l'enjeu social ou sociétal, quels sont les exemples? Alors, en fait, ça, je dirais, j'énonce une vérité, enfin un fait qui est connu de tous. L'entreprise aujourd'hui, alors évidemment, encore plus à notre époque, sous la pression de toutes les mutations de la société qu'on connaît, qui vont évidemment de la pression environnementale grandissante jusqu'à la quête de sens, hein, qui apparaît de manière de plus en plus prégnante chez les collaborateurs sur quel est le sens de tout ce que je fais dans mon travail. Ça a, je dirais, toujours existé, mais là, ça a pris une autre dimension. Et les exemples, c'est une entreprise aujourd'hui ne peut pas, à mon sens, faire l'économie de s'interroger sur son engagement. Parce qu'en fait, l'ancrage territorial, c'est une question d'engagement. Et on voit bien aujourd'hui que les entreprises, par exemple, qui attirent des collaborateurs, qui attirent des talents, ce sont des entreprises qui, évidemment, à la fois affichent une bonne santé financière, parce que ça, il ne faut jamais le perdre de vue, mais ce sont aussi les entreprises qui démontrent qu'elles ont incorporé dans leur stratégie économique une composante que l'on va appeler RSE pour être très large. Mais elles ont incorporé dans leur stratégie globale d'entreprise une stratégie territoriale qui peut prendre différentes formes. Ça peut être, alors je vais parler de ce que je connais, je suis une compagnie de transport maritime. En France, le transport maritime n'est pas toujours extrêmement bien connu, même si la France est un pays avec une zone maritime tout à fait conséquente. Ouais. Et donc, eh bien, je vais m'engager, moi, en tant qu'entreprise, à promouvoir les métiers de mon secteur d'activité. Alors, aujourd'hui, ça vaut pour le transport maritime que je connais bien. Ça vaut pour, je pense, beaucoup de secteurs qui sont en tension. Donc, alors à partir de là, une fois que en tant que chef d'entreprise, une fois que je considère que c'est pour moi une priorité, en tout cas une priorité de ma structure, c'est de me dire comment je fais. Alors, comment je fais ? Je vais regarder, je vais aller peut-être toquer à la porte du rectorat de mon territoire
Et puis, je vais peut-être discuter avec les interlocuteurs de l'éducation nationale sur d'éventuels besoins de communication, de pédagogie autour des métiers que je représente, que mon entreprise représente. Je vais peut-être signer des conventions de partenariat vraiment dédiées à la sensibilisation de la jeunesse à mes métiers. Je vais peut-être scanner le monde associatif pour voir s'il n'y a pas déjà sur mon territoire une association qui justement se dédie à la découverte des métiers auprès des jeunes. Je vais initier une grande manifestation et faire venir la jeunesse à l'intérieur de mon entreprise. Je vais organiser des visites. Je vais déployer des collaborateurs dans les classes. Et à la fin, Il y a plein de pistes. Il y a plein de pistes. Et à la fin, je vais quand même mesurer un petit peu mon action, c'est-à-dire dans combien, je sais pas, de collèges je suis allée, quelle a été ma cible. Si je choisis une sensibilisation métier, je vais plutôt cibler de la 3e à la terminale. On apprend en marchant. Donc, la première année, je vais sensibiliser X collégiens, lycéens. Et puis, en fonction du retour d'expérience que j'aurai, je vais me dire, allez, l'année prochaine, je me fixe un objectif de, je sais pas, 20, 30, 40, 50 jeunes supplémentaires sensibilisés, etc., etc. Là, pour voir les effets de ces actions-là, on est clairement sur du long terme. On est sur du long terme. Alors, les effets, c'est très dur de mesurer les effets, et je pense que l'enjeu de certains pans de la RSE, c'est d'aller toujours plus loin justement dans la mesure, de la même manière que dans le cadre d'un pilotage financier, économique, on a des outils depuis très longtemps qui sont très rodés. Bien sûr qu'on a des outils de mesure de l'impact environnemental, de l'engagement social et de l'engagement sociétal, mais je pense que ces outils, ils ont besoin aussi parfois encore de mûrir. Mais ne serait-ce que déjà, et puis par exemple, pour reprendre l'exemple de la sensibilisation jeunesse, c'est un pari. Alors, il y a des moyens, par exemple, je sais pas, mais ne serait-ce que quand on est dans une filière dans laquelle, par exemple, il y a un concours particulier pour accéder à certains métiers, je peux éventuellement avoir une vue statistique sur le nombre d'inscrits à ce concours qui viennent de mon territoire. Est-ce que ce nombre d'inscrits a augmenté par rapport à il y a 2 ans, quand moi et peut-être d'autres n'avions pas encore commencé ces actions de sensibilisation? Est-ce qu'il y a un effet direct lié? Peut-être. En tout cas, c'est un pari. Mais c'est en faisant ce genre de pari que l'on arrive quand même à faire bouger les lignes. Et puis surtout, il y a des mesures qui sont quand même simples. C'est déjà le nombre d'élèves sensibilisés, par exemple. C'est aussi le travail des thématiques. Se dire que je vais telle année prioriser, je ne sais pas, un métier en particulier dans mon activité, puis que l'année prochaine, j'orienterai peut-être plus sur tel autre segment, telle autre profession de mon activité. Il y a plein de manières quand même, en tout cas dans un premier temps, de mesurer le parcours accompli. Voilà. Alors, tu cites, ou en tout cas tu as cité que potentiellement dans cette démarche-là, on peut aller au-delà de l'entreprise et donc de voir nos concurrents potentiellement, parce que c'est la mise en avant du secteur, du marché. Oui. Le concurrent de l'entreprise rentre dans ces parties prenantes du territoire ou pas? De toute façon, les parties prenantes d'un territoire, elles sont aussi économiques. Donc, ça peut être les représentants de mon secteur d'activité, ça peut être les branches la branche de mon organisation professionnelle au niveau local, mais c'est aussi les entreprises avec qui je travaille, qui parfois aussi sont mes concurrents. Et c'est là où on arrive un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a d'un côté la logique économique qui est là et qui sera toujours là, mais à un moment donné, c'est un petit peu comme les partis politiques. Pour prendre aussi une thématique que je connais bien pour l'avoir pratiquée dans une vie passée, l'action publique, il y a d'un côté le débat politique, débat d'idées, donc opposition, et puis à un moment, il y a ce fameux bien commun. Alors, certains diront que je suis encore un petit peu idéaliste, mais quand même, il peut y avoir des moments de grâce, ou en tout cas, il est censé y avoir des moments de grâce où sur un sujet, on peut se mettre d'accord alors même qu'on ne partage
partagent pas les mêmes opinions politiques. Eh ben, l'ancrage territorial, parfois, c'est quand même aussi ça. C'est sur un bien fondé. sur un bien commun pour répondre aussi à une problématique territoriale. C'est se dire, je sais pas, une problématique. Alors moi qui vis en Corse, on a par exemple une problématique territoriale forte qui est les déplacements médicaux. Voilà. Les déplacements médicaux, puisque nos structures de soins insulaires ne prennent pas forcément en charge tous les types de pathologies et donc voilà, les types de soins tous les types nos résidents sont souvent contraints de se déplacer sur le continent pour avoir accès à certains soins. Et donc, on suppose bien, on a bien compris que c'était pour des pathologies lourdes, le plus souvent. Bon. Dans ce cadre-là, il y a des associations, notamment INSEE, qui accompagnent, aident les malades dans leur démarche et leurs familles dans leur démarche pour se déplacer sur le continent. Donc, cette association-là, elle est allée voir des transporteurs qui font la liaison entre Corse et continent. Vous avez deux transporteurs maritimes qui sont qui sont membres de l'association et donc qui soutiennent l'association. Voilà, ils sont transporteurs maritimes, a priori, ils sont plutôt quand même, on pourrait se dire, tiens, ils sont plutôt concurrents. Et puis, voilà. Oui, parce qu'il y a ce bien commun. Il y a une problématique, qui est en lien, là, avec la santé. De bien commun qui peut faire qu'on peut aussi s'engager. Alors, on s'engage en tant qu'entreprise. On n'est pas obligé de s'engager aux côtés de son concurrent, mais on ne va pas s'interdire finalement de donner son soutien à une cause noble, précisément parce que on peut se retrouver dans une action de communication avec son concurrent. Non, ça sont des considérations qui, à mon sens, ne devraient pas prévaloir. Voilà. Alors, quand on a un dirigeant qui a envie de mettre en place des actions plus concrètes avec ces acteurs, quelles sont les étapes quand je parle dirigeant, c'est dirigeant et l'équipe dirigeante ou les collaborateurs. La première étape, c'est quoi? Ce serait laquelle? Oh là là, la volonté. Oui, ok. Mais c'est beaucoup. La volonté du dirigeant et de son équipe, je dirais, resserrée quand il en a une, en fonction de la taille de son entreprise. Mais c'est quand même ce qui fonde l'ensemble de la démarche RSE, donc que ce soit l'environnement, l'engagement collaborateur, le sociétal, la gouvernance. Et le vouloir, c'est quand même, je dirais, l'élément premier. Ça peut paraître anodin, mais il y a beaucoup de dirigeants, je pense, qui parfois veulent des choses et puis ont envie... En fait, de la volonté doit procéder à un investissement, qui est très important. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, quand on s'interroge, alors là, je prends vraiment juste la partie ancrage territorial, mais la logique, elle est la même pour toute la démarche RSE. Il y a une nécessité de mettre à plat, finalement, son activité, en l'occurrence, par exemple, au regard de son territoire. En gros, de se dire, quelles sont les problématiques de mon territoire et de quelle manière mon entreprise y répond ou pas. Est-ce qu'elle y répond déjà en partie? Est-ce qu'il y a des choses qu'elle pourrait faire mieux? Est-ce qu'il y a des choses qu'elle ne fait pas du tout alors qu'elle serait extrêmement bien placée pour les faire? Dans ce cadre-là, c'est toujours intéressant de s'ouvrir un petit peu vers l'extérieur et donc d'aller quand même voir ces fameuses parties prenantes. Donc d'aller discuter avec elles. Donc, ça veut dire au préalable de les identifier. C'est de dire aujourd'hui, moi, entreprise, avec qui je discute concrètement, avec qui je travaille, qui je touche. Voilà. Est-ce que je travaille avec des associations? Est-ce que... voilà. Et donc, une fois qu'on a déjà mis en perspective son activité par rapport aux problématiques de son territoire, qu'ensuite on a listé ses parties prenantes externes, on va aller les interviewer. Alors là, je commence à décrire ce qui, sous un terme, une expression pompeuse, on appelle la matrice de matérialité. Alors, pour ne pas effrayer tes auditeurs... Ceux qui ne connaissent pas, en tout cas, le bel exercice de la matrice de matérialité, c'est un exercice de pilotage de sa politique RSE globale. Donc, la matrice, elle est destinée à, par une interview, d'abord,
la définition de thématiques RSE, au sens large, portées par l'entreprise, qui sont donc des thématiques stratégiques, la cartographie de parties prenantes, alors qui dans une matrice sont externes et internes, voilà, et de voir ensuite, d'aller toquer à la porte de ces différentes parties prenantes et de les interviewer, en gros pour voir si mes objectifs RSE en tant qu'entreprise sont dans le scope de mes sont bien alignés, sont alignés avec les attentes de mes parties prenantes. Et c'est donc un élément de pilotage parce que peut-être qu'on peut se dire à l'aune de sa matrice de matérialité, ben moi j'ai fait de tel pilier un axe numéro 1, mais je me rends compte qu'il y a des parties prenantes qui considèrent que ça serait plutôt un axe numéro 3, ce qui n'empêche pas après en tant qu'entreprise de dire oui, mais moi ça va rester un axe numéro 1. C'est ça. Mais voilà, donc c'est en tout cas, sans forcément aller dans l'exercice technique de la matrice de matérialité, aller voir ces parties prenantes externes pour faire un état des lieux, finalement, du dialogue qui existe entre l'entreprise et la partie prenante, c'est bien. Quelle est la nature de la relation aujourd'hui entre l'entreprise et la partie prenante? Donc, une fois qu'on a fait ça, ben déjà, on a quand même des éléments de visibilité, de pilotage pour faire peut-être des choix, pour prioriser, puisque de toute façon, on ne peut pas tout faire, mais pour prioriser des actions. Ça peut être aussi de se dire, ben moi, je vais m'investir beaucoup plus dans le monde associatif de mon territoire. Est-ce que je vais m'investir davantage dans le sport? Est-ce que je vais m'investir dans la culture? Voilà, ça peut être des choses comme ça. Alors, quand tu dis une fois qu'on a déterminé l'ensemble des acteurs, qu'on a vu les enjeux, en même temps les priorités et de l'entreprise et de ses parties prenantes externes du territoire, puisque là on est sur un zoom là-dessus, oui. Au final, qui gère dans l'entreprise? Quel département de l'entreprise peut gérer ça? Puisque tu as la volonté du dirigeant, on part du principe qu'elle est là, qu'elle est acquise. Allez, partons du principe qu'elle est là. La volonté est là, l'équipe dirigeante y croit. Maintenant, concrètement, de façon opérationnelle, qui y va? Alors, déjà, il y a, dans tout ce que je viens de décrire là, il y a de manière sous-jacente un gros effort de formalisation. Voilà. Là, le positionnement d'une entreprise par rapport à ses parties prenantes, ça demande un effort de formalisation. Cet effort de formalisation, ça dépend des entreprises, véritablement. Ça peut être finalement un effort qui donnera lieu du coup à plan d'action, formalisé également, qui peut être pris en charge alors par le DRH, le ou la DRH, par le directeur ou la directrice de la communication quand il y en a un, qui peut être aussi un exercice transversal, c'est-à-dire que ça va peut-être être la RH et la com qui vont agir de concert. En fait, il y a plein de cas de figure. Ça peut aussi être dans des plus petites structures encore, tout simplement des collaborateurs engagés qui ont envie de traiter ces sujets-là, qui ont envie de se saisir de ces sujets-là et qui ont envie de piloter ces sujets. Et puis, bon, évidemment, ça peut être un responsable RSE ça peut être aussi un directeur des partenariats. Oui, là, tout dépend de la taille de l'entreprise. Tout dépend de la taille de l'entreprise, tout dépend de sa structure. Après, il ne faut pas perdre de vue quelque chose. C'est que là, on parle beaucoup du dirigeant, de l'équipe dirigeante, etc. Oui, mais c'est comme pour toutes les autres branches de la RSE, il y a la nécessité d'embarquer ses collaborateurs. Et quand même, l'ancrage territorial rejoint le travail, là encore, de ce que l'on appelle désormais la marque employeur. La fameuse, mais on n'a rien inventé là non plus, c'est-à-dire qu'une entreprise, elle a toujours eu une image de marque en tant que recruteur, qu'employeur. Et donc, forcément, en travaillant son ancrage territorial, une entreprise travaille son image de marque employeur. Si demain, par exemple, une entreprise s'engage pour l'alternance, elle va quand même d'abord regarder
les structures de formation, elle va quand même peut-être d'abord aller chercher des alternants qui sont issus de formations existant sur son territoire. Bon, c'est la même chose pour les fournisseurs, c'est la même chose. Et tout ça, c'est de la marque employeur. Parce que tout ça, c'est intimement lié. Hein. C'est pas, je veux dire, on est quand même dans l'élaboration et dans la diffusion au-delà de ça. Et là, c'est au-delà de la communication. C'est comment créer du sens et le faire savoir. Voilà. Alors, ce qui pour moi est quand même la définition de la communication. Mais comme la communication est quand même vue de manière assez péjorative par pas mal de monde, parce qu'on entend beaucoup, c'est que de la com, on entend beaucoup notamment... Ou pareil avec le market. Pareil avec le market. Et puis la RSE, finalement, on entend aussi beaucoup, on lit parfois que la RSE, c'est du market, c'est de la com, enfin, c'est que de la promo, quoi. Voilà. Alors, ça, c'est pas ça, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a besoin d'enclencher des actions de fond, même si elles sont modestes. Parce que avoir un ancrage territorial, il n'y a pas de meilleure stratégie RSE que les stratégies qui débutent modestement et qui grandissent modestement. Et où on le fait savoir bien après. Et où on le fait savoir, alors, où on le fait savoir quand on doit le faire savoir. Parce que bon, c'est quand même pas le monde des bisounours. Quand on se rend compte que certains clients, par exemple, je sais pas, certains de vos clients ont envie d'acheter plus local, il y a peut-être aussi un enjeu business à se dire, je vais faire savoir à mes clients que moi, mes fournisseurs sont à X% locaux. Voilà. Il y a évidemment qu'il y a ces enjeux-là. On va pas mettre un voile pudique sur ce genre d'enjeux. Mais heureusement, ce sont des enjeux qui rejoignent des enjeux, je dirais, plus humains, plus bon, bref. Mais non, on est là-dessus quand même. Hein. Voilà, on est là-dessus. Ouais. Alors, tu as cité les collaborateurs qui peuvent être engagés, et c'est clair qu'individuellement, on a envie de s'engager auprès d'associations, auprès d'actions solidaires même. Oui. Est-ce que tu vois une nuance entre les actions sociétales que l'entreprise peut encourager dans son territoire et en même temps des actions solidaires? Est-ce que les actions solidaires rentrent dans cet ancrage territorial ou pas? Ou à quel moment ça y rentre? Ça dépend. Alors, il y a deux choses. Et là, c'est pareil. En fait, c'est la question de comment je développe une culture RSE chez mes collaborateurs. Donc, alors il y a de multiples façons, bien évidemment, mais si je prends la notion d'engagement et que je me dis, la culture RSE, c'est aussi avoir des collaborateurs qui peut-être travaillent leur engagement associatif, ou en tout cas leur faire savoir que c'est possible et leur ouvrir des perspectives sur ce sujet-là. Parce que si je suis une entreprise qui ouvre ce genre de perspectives, potentiellement, je donne aussi du sens global à la vie de mes collaborateurs et donc potentiellement aussi, je donne un peu plus de sens à leur travail au sein de mon entreprise et donc je renforce in fine leur engagement à mon entreprise. Bon. Donc dans ce cadre-là, il y a deux choses. Inciter ses collaborateurs à avoir un engagement associatif. Et dans le cadre de l'ancrage territorial, c'est effectivement de dire, telle association organise une course avec collecte de fonds durant le week-end. Nous sommes partenaires de cette association. Nous invitons les collaborateurs qui le souhaitent à s'inscrire à la course. Et puis, il y a l'engagement solidaire qui dépasse les frontières du territoire, qui peut tout à fait aussi être encouragé. C'est, vous avez envie, je ne sais pas, de partir en mission humanitaire. Vous avez, on vous permet de le faire, on crée les conditions pour que, etc. Mais ça, c'est pas de l'ancrage territorial. L'ancrage territorial, c'est est-ce que je nourris un cercle vertueux sur mon territoire? Que ce soit sur une problématique d'emploi, que ce soit sur une problématique de formation, une problématique caritative, ce genre de choses. Est-ce que tu imagines des écueils à éviter pour éviter d'arriver sur un esprit greenwashing, bullshit et compagnie? Les écueils à éviter, je dirais que c'est un peu les écueils peut-être de toute démarche marketing / communication, pour le coup, c'est d'aller trop vite. Alors, que ce soit d'aller trop vite dans
la construction logique de mon ancrage territorial, il faut prendre le temps. Alors, c'est important de prendre le temps d'analyser son positionnement, de peut-être aussi questionner ses parties prenantes internes sur son positionnement territorial, d'avoir aussi le retour de ses collaborateurs. Est-ce que vous trouvez qu'on est une entreprise qui s'engage suffisamment pour l'alternance? Est-ce que vous trouvez des choses comme ça? Il faut prendre ce temps-là. Et ensuite, l'autre écueil, c'est d'aller trop vite sur la formalisation. La formalisation est importante parce que une fois qu'on pose des mots, on a les idées forcément plus claires. Une fois qu'on a les idées plus claires, on agit mieux. Et ensuite, évidemment, on peut mieux le faire savoir. L'écueil, c'est in fine, si on ne maîtrise pas bien tout ce processus, de tomber dans les travers d'une communication un peu affichage. Et qui est court-termiste. Court-termiste. Et c'est important pour tout axe RSE et l'ancrage territorial, l'engagement sociétal, je dirais, ne déroge pas à cette règle, vraiment de construire une visibilité qui témoigne d'une cohérence d'action. Voilà, donc il faut montrer qu'on a un plan d'action, qu'il a commencé, qu'on va le continuer, qu'on a des objectifs. Parfois aussi montrer peut-être qu'on se casse un peu la figure. Voilà, c'est bien aussi de reconnaître que sur tel truc, tel sujet, on a testé et ça n'a pas marché. On peut tester, ça peut ne pas marcher, ou aussi dire, écoutez, voilà, on s'est rendu compte que sur l'alternance, on n'était pas très bon. Il y a plein de manières de le tourner élégamment, mais on a décidé de faire mieux. Je pense qu'on est à un moment où les entreprises ont ce devoir de promotion sobre, mais en même temps enthousiaste. Il faut que tout ça reste quand même enthousiaste. Il faut qu'il y ait un petit peu d'allant, un petit peu de sentiment. Voilà. Mais, les fameuses émotions. Les fameuses émotions. À faire paraître. Exactement. Voilà. Et alors, généralement, dans ton vécu ou dans ton expérience, est-ce que les entreprises font appel à des personnes ou des cabinets ou des agences externes pour les aider dans cette définition d'acteurs territoriaux, d'enjeux, de formalisation, de positionnement, d'action, de plan d'action, etc. Ou est-ce que ça peut être géré en interne par le service RH ou le service communication que tu citais tout à l'heure? Alors, je pense que bien souvent, c'est bien d'avoir un appui extérieur parce que c'est quand même une bulle d'air. Enfin, on a besoin aussi de ce regard extérieur pour lever un peu le nez du guidon parce que son activité, on la connaît très bien, mais peut-être que parfois on la connaît aussi trop bien. Et c'est pas toujours aisé, en tout cas, d'avoir le recul nécessaire pour peut-être formaliser certaines questions à l'égard des parties prenantes, etc. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir la mise au pot des compétences en interne avec la touche d'une compétence extérieure. Parce que là, on va arriver à un équilibre, en tout cas, qui, sur l'analyse et sur peut-être la formalisation d'un plan d'action, peut être intéressant. Et puis après, sur la conduite du plan d'action, au contraire, il faut que l'entreprise tout entière s'en empare et il faut aussi trouver des ambassadeurs de l'ancrage territorial dans son entreprise. Voilà. Ça fait partie des avantages finalement de l'ancrage territorial, c'est l'implication des collaborateurs. C'est un levier. Pour moi, c'est étroitement lié à la marque employeur. Parce que pour moi, c'est quand même un levier aussi d'engagement collaborateur. Alors, même si l'ancrage territorial, ça peut être aussi les retombées économiques. C'est-à-dire mesurer pour une entreprise son empreinte économique à l'échelle d'un territoire, c'est-à-dire réaliser son empreinte territoriale, mesurer ses retombées économiques directes, indirectes, la création d'emplois, etc. Ça fait tout à fait partie de l'ancrage territorial. Donc, c'est là où, encore une fois, ranger l'économie et la performance économique dans une case et puis tout le reste, je dirais plus humain, dans une autre case, à mon sens aujourd'hui est de plus en plus une erreur. Voilà. Mais oui, c'est l'ancrage territorial, c'est une composante très dynamique de la marque employeur et les deux vont de pair, à mon sens. Est-ce que tu vois d'autres avantages
Oui, un avantage, je pense, de productivité, hein. Je pense qu'on est quand même dans une époque où, vu qu'on est tous assaillis par un flot d'informations continue, euh, c'est bien d'avoir aussi des occasions en tant que collaborateur de s'oxygéner. Et donc d'être en contact avec des publics qui parfois nous renvoient à des questions sur notre activité professionnelle auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Je pense notamment à des publics un peu plus jeunes ou quand il faut répondre à des questions sur les métiers ou sur le traitement des déchets. Par exemple, je peux citer une entreprise qui est Air Corsica, avec qui je travaille actuellement, qui est donc le premier transporteur aérien de Corse et qui a une stratégie RSE qui s'appelle Ambizione 2025. Alors évidemment, il y a un biais environnemental, il y a tout ça, mais il y a notamment un vrai engagement sur la sensibilisation des collégiens au traitement des déchets dans l'aéronautique et au métier de l'aéronautique. Il y a une double dimension sensibilisation. Là-dessus, c'est important, c'est intéressant pour les équipes techniques, par exemple, de venir parler à ces jeunes, de leur expliquer quels sont leurs métiers au quotidien. C'est aussi un petit élément, à mon sens, d'oxygénation dans son quotidien professionnel. Et je pense qu'après, on revient à son travail aussi, parfois avec plus d'allant. Oui, de toute façon, on revient à donner du sens. On revient à donner du sens. Ça fait partie de j'ai mon job au quotidien, mais finalement, comment je peux le valoriser aussi. Oui. Et c'est une forme de reconnaissance de l'entreprise, de valorisation de son job et du coup de valorisation humaine du collaborateur en tant que tel. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Tout à l'heure, tu as cité plusieurs indicateurs ou KPI. Oui. Est-ce que tu en vois d'autres qui peuvent figurer dans le rapport extra-financier? Alors, ils sont, c'est varié, hein. C'est effectivement les retombées économiques, la création emploi direct, emploi indirect, la part d'une entreprise au PIB d'une région, le nombre d'associations qu'elle soutient, le nombre d'élèves sensibilisés, alors soit à des sujets environnementaux et ou métiers. Le fait aussi, par exemple, de se doter d'une charte fournisseur. Ça c'est lié aux achats responsables. Oui, lié aux achats responsables et dans laquelle on peut aussi inclure une dimension locale. Voilà, c'est-à-dire se dire, j'ai une part. Alors évidemment, ça c'est possible aussi en fonction de son secteur d'activité, parce que sur son territoire, on ne trouve peut-être pas tous les fournisseurs. Voilà. Encore, c'est plus compliqué, c'est ça? Bon, je pense que c'est compliqué partout. Mais voilà, cette dimension aussi de partenaires économiques au niveau local, combien j'en ai? Est-ce que j'ai augmenté ma part est-ce que j'ai recentré mon activité économique sur des partenaires locaux? Est-ce que je peux le faire encore plus? Ça peut aussi être un bon indicateur. De toute façon, c'est le principe de j'ai mon point de départ qui me permet de voir mon état des lieux où j'en suis et comment je m'améliore au fur et à mesure, ou comment je rectifie le tir. C'est de toute façon le principe des indicateurs. Quelle est ma trajectoire? Enfin, c'est vraiment une trajectoire. Quelle est ma trajectoire par rapport à mon territoire? Et comment, à un moment, je veux être un acteur à part entière de mon territoire? Voilà. Alors, est-ce que tout type de taille d'entreprise peut agir sur son territoire? Oui. Ben oui, puisque on est tous liés. Hein, le mot, alors maintenant c'est devenu des mots très creux parce qu'on les utilise tellement mais le mot écosystème, ça veut quand même bien dire ce que ça veut dire. J'ai forcément une influence à un moment ou à un autre. Voilà. Donc oui, on peut tous agir. Et je reviens là-dessus à la notion de modestie. C'est pas forcément les objectifs. Il ne s'agit pas d'afficher les objectifs les plus délirants, il s'agit de montrer une progression. Alors, il y en aura toujours pour juger que la progression n'est pas assez rapide, qu'elle n'est pas assez ambitieuse, etc. Mais quand même, moi, je crois beaucoup, malgré tout, à la stratégie des petits pas. Alors, je dis pas,
je mets à part le cas de l'environnement où on peut être effectivement confronté à des moments clés de l'histoire qui nous mettent face à des considérations importantes. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, en matière, on va dire, à la fois sociale, que ce soit l'engagement collaborateur ou sociétal avec notamment la partie ancrage territorial, moi, je crois à la stratégie des petits pas. Il ne faut pas l'abandonner parce qu'en plus, il faut penser à tous ces chefs d'entreprise qui sont des chefs d'entreprise de PME, de TPE, qui se voient arriver quand même une masse assez importante de réglementation, qui sentent bien que la pression réglementaire sur tout un tas de sujets RSE va ruisseler sur eux, qui n'ont pas toujours les moyens d'y faire face. Et ça sert à rien de complexer les gens. Parce que la RSE, alors évidemment, le cadre réglementaire est super important. C'est quand même lui qui a fait bouger les choses. Mais c'est d'abord un état d'esprit. Et cet état d'esprit-là, c'est pas parce que vous êtes une toute petite entreprise que vous pouvez pas l'avoir, bien au contraire. Ok. Du coup, ça me fait rebondir en même temps que je t'écoutais sur des actions de mon ancrage territorial que je faisais sans l'avoir réellement pris en considération, comme ça, autour des métiers du marketing ou de la sensibilisation sur le numérique responsable que j'ai fait effectivement dans les écoles aux alentours de mon territoire local. Donc, typiquement, je rentre dedans en étant une petite structure. Donc, c'est possible. Tu vois. Est-ce que tu vois d'autres points de sujets avant qu'on aborde à mes questions classiques que je pose à mes invités en lien avec le podcast? Est-ce que tu aurais, je ne sais pas, 3 mots de conclusion sur les conseils à donner à des dirigeants ou des équipes dirigeantes? Oh oui, il y en a un, n'ayez pas peur. Oser. Oser. Ça revient à notre formation en vie, tout ça. Oui, oser, en fait, oui, c'est quand même un changement de paradigme malgré tout. Alors, je vais parler un petit peu plus largement, mais de s'engager dans une démarche RSE véritablement, c'est vrai que ça amène à un changement de paradigme de son activité. Et de s'interroger sur son positionnement par rapport aux acteurs de son territoire. C'est sûr que ça oblige probablement parfois à sortir de sa zone de confort et qu'on a souvent tendance peut-être à se dire je n'ai pas le temps, j'ai d'autres priorités. Et la première des priorités, c'est il faut que je fasse tourner ma boîte. Bien sûr, mais probablement aussi que les entreprises fonctionneront d'autant mieux économiquement, qu'elles prendront ce temps de recul et de faire ce travail d'interrogation de moi, entreprise, par rapport au reste du monde, quoi. Voilà, où j'en suis, comment je me positionne. Parce que ça n'est qu'une question de positionnement. Et surtout, quelle est la trajectoire que je veux pour mon entreprise? Et honnêtement, aujourd'hui, ça me paraît très difficile de dissocier la trajectoire économique d'une trajectoire, je dirais, qui est plus placée sous le signe d'engagement RSE. Ça va quand même devenir très, très compliqué. Donc, osez, n'ayez pas peur pour ces termes-là. Voilà. Ok. Alors, mon podcast se nomme Marqueur et aborde le marketing durable, marqueur de la bonne santé des entreprises, puisque quand on fait du marketing avec le cœur, on embarque les gens plus loin. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Ça m'inspire, je pense, une nécessité quand même de pousser davantage cette dimension-là du marketing. Hein. Je pense quand même que là, c'est pareil. Alors, marketing, à la base, c'est pas mon métier. Mon métier, c'est la communication. Mais j'ai quand même l'impression que nous sommes victimes de beaucoup d'a priori. Voilà, ça n'est que les phrases qui commencent par ça n'est que de la com, ça n'est que est-ce que tu peux les injonctions de rends-moi ça joli, voilà, que vous entendez probablement en marketing aussi, hein, voilà. Alors là, c'est des stéréotypes à casser. Et je pense que justement la notion de durabilité est une formidable opportunité aussi pour le marketing, à la fois de casser ces stéréotypes-là, et puis surtout quand même aussi parfois de se remettre un peu en question. Voilà.
Je pense que durabilité et marketing, c'est quand même un tandem qui a beaucoup vocation à se bousculer. La durabilité bousculant quand même beaucoup plus le marketing que l'inverse, à mon avis. Mais c'est très bien. Maintenant, très attentive et très curieuse de voir ce qu'il en ressortira dans les prochaines années. On en est encore aux prémices, même si de nombreuses structures et entreprises ont déjà initié beaucoup de choses, notamment sur l'analyse du cycle de vie du produit et la recherche et la réflexion du fond, de l'utilité du produit même à la base. Mais effectivement, après, tout est lié, la communication, évidemment. Est-ce que tu t'es mis à la place de quelqu'un récemment? Ah là là, comme mon métier, ça reste aussi, c'est la communication. Mon métier de base, c'est la communication corporate et institutionnelle. Et dans ma pratique de consultante en démarche RSE, ben, forcément, j'interviens en aval et j'interviens en amont. Donc, en fait, je passe ma vie à me mettre à la place de quelqu'un. Donc, tu vois, tu fais du marketing aussi. Mais je n'en doute absolument pas. Mais oui, je me mets à la place. Je me mets à la place constamment. Déjà, je me mets à la place de mes clients. Ensuite, je me mets à la place des gens à qui je m'adresse, c'est-à-dire des cibles aussi de mes clients. Je me mets parfois à la place des dirigeants pour lesquels je travaille ou j'ai travaillé. Et avec aussi la nécessité à un moment de me remettre à ma propre place aussi, hein, c'est-à-dire d'arrêter l'exercice de schizophrénie pour trancher certaines questions, etc. Mais oui, on passe notre temps quand on fait de la communication à se mettre à la place des autres. Adapter de toute façon le discours et le message que tu vas afficher, expliquer. C'est l'adapter et c'est s'assurer de sa cohérence et de sa crédibilité. Voilà. Il y a quand même une notion qui est très importante, c'est de la confiance dans le discours que les gens ont dans le discours qu'on est en train de leur soumettre. L'adhésion et la confiance. Donc, il y a quand même une responsabilité qui va au-delà de rends ça joli, s'il te plaît. C'est la sincérité des messages. La sincérité et le caractère avéré. Ouais, voilà. Un message doit forcément reposer sur une preuve. Ça ne veut pas dire que le message est parfait et ça ne veut pas non plus dire que la preuve est parfaite. Mais au moins, les informations. On montre qu'on peut justifier de ce qu'on avance. Ouais. Voilà. Et après, le joli, de toute façon, est toujours subjectif. Exactement. Une autre question par rapport à toi et tes enfants ou les futures générations. Est-ce que tu as un éco-geste que tu aimerais nous partager? Alors ça, c'est une question délicate. Moi, elle m'a fait penser quand même à la responsabilité aujourd'hui qu'on a en tant que parents à effectivement éduquer nos enfants sur des éco-gestes alors que nous-mêmes, on n'y a pas forcément été... Enfin, moi, je suis de la génération années 80, donc c'était plutôt... pas beaucoup d'éco-gestes, mais beaucoup d'insouciance. Les éduquer à ces bonnes pratiques sans les culpabiliser. Parce que quand même, c'est une génération où ils ont quand même un certain nombre de sujets qui pèsent sur leurs épaules. Alors, au-delà de ça, en ce moment, moi, je focalise beaucoup sur la gestion de l'eau. Voilà. Les bons gestes, économiser l'eau, avoir conscience du fait que c'est quelque chose de précieux, tout en esquissant le fait que ça deviendra de plus en plus précieux dans l'avenir, mais sans trop les angoisser non plus, voilà, parce qu'ils ne méritent pas non plus de porter cette angoisse-là. Et ça marche, ma fille a établi un propre plan d'action pour économiser l'eau. Donc, en fait, c'est agréable aussi de voir... elle a 10 ans et c'est agréable aussi de voir que finalement, parfois une phrase d'explication très simple suffit à ce que l'enfant, et il est de son époque, l'enfant, forcément, il s'en saisit lui-même et il invente lui-même et il s'adapte. Et il a aussi de lui-même des éco-gestes assez importants. Après, bien sûr, il y a le tri, il y a l'achat responsable, les lingettes voilà, qui ne sont plus jetables. On essaye de supprimer à la maison le maximum de produits jetables. Voilà, des choses comme ça.
C'est de la pédagogie, c'est des actions de tous les jours. C'est des actions de tous les jours, c'est de la pédagogie et c'est devenu partie intégrante du volet éducatif, en tout cas chez moi. Mais c'est pas parfait, hein, voilà, évidemment. On est là toujours que pour s'améliorer. Exactement. Est-ce que tu penses à un invité que je pourrais convier au prochain épisode? Oui, alors j'ai pensé, et je lui en ai pas parlé, donc comme ça il sera bien surpris quand je lui enverrai le podcast à écouter. J'ai pensé à Pierre Mingui, qui est directeur commercial et marketing de la compagnie maritime Corsica Linea, compagnie pour laquelle j'ai eu le grand plaisir de travailler. Voilà, notamment en tout cas pour le transport maritime, moi j'ai assisté à toute le cheminement de ce secteur vers sa transition écologique et à un moment aussi comment voilà, toutes ces mutations se sont faites et se font toujours, bien évidemment. Et pourquoi Pierre Mingui? Parce qu'il travaille dans une compagnie maritime qui a vraiment d'emblée dès sa création, c'est une jeune compagnie qui est née en 2016 et qui a posé sa stratégie autour de 3 piliers. Voilà, donc il y a un pilier satisfaction client, il y a un pilier engagement sociétal et il y a un pilier engagement environnemental. Voilà. Et je trouve que c'est intéressant, ce serait intéressant d'avoir son point de vue marketing et en même temps dans une entreprise de transport. Donc à creuser prochainement avec lui s'il est d'accord. C'est une piste, voilà. Évidemment. Et l'avenir nous dira s'il sera d'accord ou pas. Voilà. Ok. Donc en résumé, sur l'ancrage territorial, je pense qu'on a bien compris maintenant en quoi ça consistait et comment on peut mettre en place des actions et du coup intégrer cette dimension responsable à la communication, que les dirigeants osent se lancer avec les acteurs locaux, qu'ils définissent leur positionnement, qu'ils formalisent clairement leurs actions à mettre en place et puis petit à petit de communiquer de façon humble, sincère, avec les preuves sur leurs petits pas qui vont devenir des grands pas d'action au niveau de ce territoire. Un grand merci, Pasquine, pour cet échange. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi, Diane. C'était un plaisir. Et merci de m'avoir donné cette opportunité. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast Marqueur. J'espère que les propos de mon invité vous ont inspiré. Si vous avez apprécié ces échanges, n'hésitez pas à vous abonner à Marqueur et à liker l'épisode. À très vite.